Vous arrivez dans l'univers de Demon Slayer et voici votre mission. Tuer Tsugikini Yoriichi. Vous le connaissez pas? Là, on parle du tout premier chasseur de démons, le créateur originel du souffle et le seul qui a pu mettre une drill à Kimutsuji Muzan. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir piocher parmi les caractéristiques de tous les personnages de la série pour pouvoir déterminer ensemble quel serait le pourfendeur ultime. Et yo tout le monde, c'est Kailias, ou pas là qui t'abonner pour plus de vidéos Demon Slayer. Et attention, ça va spoiler. Le pourfendeur le plus talentueux. Bon, je suppose que lorsque vous voyez Yoriichi, vous pensez évidemment à Tanjiro. Les deux ont la même couleur de cheveux, les mêmes boucles d'oreilles, ils ont littéralement le même souffle. Sauf que Tanjiro, il est issu de la famille Kamado, ce qui n'a rien à voir avec la famille Tsugikini dont est issu Yoriichi. Regardez juste la gueule du vrai ancêtre de Tanjiro. C'est là où on se rend compte qu'ils ont littéralement rien à voir. Sauf qu'il leur reste une dernière similitude. Cette marque que l'on nomme la marque du soleil. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais cette simple cicatrice qu'avait Tanjiro à la base et qui a pris de plus en plus de place au fur et à mesure que le manga avance, devenant une véritable marque que Tanjiro active lorsque le combat devient difficile. Et ça, c'est un pouvoir qui ne se limite pas qu'au souffle du soleil. Et on le nomme la marque. Reprenant le symbole du souffle auquel l'utilisateur est naturellement affilié, Tanjiro le voit donc apparaître dès qu'il commence à maîtriser le souffle. Ce qui est drôle au final, c'est qu'on voit à quel point il s'est entêté à utiliser le souffle de l'eau alors qu'il avait un big soleil sur son front. Non, t'es trompé. Le mec, il a pas... Pour vous dire, Rengoku, le pilier de la flamme, est incapable de l'utiliser. Et c'est sûrement la raison qui a dû démontrer son incapacité à pouvoir lutter face à une lune supérieure. Donc, au final, la véritable question que l'on doit se poser, ce serait comment obtenir la marque? Eh bien, pour l'obtenir, les chasseurs de démons doivent cocher 3 caractéristiques. La première et la plus évidente, exceller dans la maîtrise de son souffle, et ce à la perfection. La seconde, c'est être capable de surpasser ses limites, et ce face à une mort imminente. Mais la troisième et la plus importante malheureusement, c'est qu'il faut être extrêmement talentueux. C'est terrible, mais là pour le coup, le travail ne fait pas tout. Mais au final, c'est grâce à Tanjiro que les piliers ont compris comment éveiller la marque. Le premier pilier à l'avoir réalisé serait donc forcément le plus talentueux d'entre tous. Muichiro Tokito, le pilier de la brume. Premier pilier à l'avoir réveillé dans l'histoire, il réalise cet exploit dans son duel face à Gyoko, la 5ème lune supérieure. Sur le point de mourir noyé dans la prison d'eau du démon, Muichiro parvient à éveiller cette marque, augmentant drastiquement sa vitesse, sa force physique, mais surtout sa puissance, intégrée à ses mouvements. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui le seul pilier de tous à avoir pu vaincre l'une supérieure tout seul. C'est vous dire comment il est chaud. L'autre raison qui confirme le fait que Tokito soit le pilier le plus talentueux, c'est son âge. Dites-vous qu'il a putain de 14 ans. Le poteau il est plus puissant que des darons alors qu'il est même pas censé avoir le brevet. Sauf que dans l'univers de Demon Slayer, posséder cette marque est une véritable malédiction. Pour obtenir la marque, tu dois réaliser un pacte dans lequel tu dois donner la majorité de ton espérance de vie. Pire que ça, l'on dit que l'obtenir oblige une mort précipitée avant l'âge de 25 ans. Et attendez, vous voyez pas la douille? Déjà, Gyomei, il a 27 ans au moment de l'histoire. Mais le pire, c'est que le personnage qui nous donne cette info, c'est Kokushibo. Depuis quand on se met à écouter des démons? Surtout quand on parle d'un mec qui a vu un homme de 85 ans posséder cette marque. Son frère en plus. Donc bon, Kokushibo, ferme-la. Bref, revenons sur Tokito. En réalité, lui est un réel descendant de la famille Tsugikini, et donc de Yoriichi. Ce que ça veut dire, c'est qu'en héritant du potentiel du tout premier chasseur de démons, Muichiro était donc destiné à devenir son héritier. On le voit quand l'autrice le fait affronter dans le village des forgerons Yoriichi type 0, le robot doté de 6 bras copiant l'apparence du plus grand pourfendeur de tous les temps. Yoriichi et Tokito seraient donc les deux plus grands prodiges de leur génération. Et ça prend encore plus tout son sens quand on sait que Tokito est devenu pilier en seulement 2 mois. 2 mois lui ont suffi pour surpasser tous les précédents piliers de la brume, car il est allé jusqu'à créer son propre mouvement, le 7ème brouillard, le rendant littéralement invisible. Malheureusement, sur plan physique, Tokito ne fait pas le poids. Il est certes puissant, face à Yoriichi, son corps n'est pas assez robuste pour pouvoir lutter indéfiniment. Voilà pourquoi on cherche qui a le meilleur physique. 2m20, 130 kg de pur muscle. Pour celui-là, pas besoin de forcément épiloguer. Le physique le plus impressionnant du manga, c'est forcément celui de Gyomei Himejima, le pilier de la roche. Tout simplement, il est considéré comme le pilier le plus puissant de tous, et ce titre, il l'a pas volé. Dites-vous que Gyomei n'a même pas de sabre. Lui, il n'utilise qu'un fléau à pointe et une hache, qui sont de simples jouets pour lui. C'est d'ailleurs le seul pilier à avoir pu contrer les attaques de Muzan seul, preuve de sa force absolument démentielle. Utilisateur du souffle de la roche, on parle de l'un des 5 souffles créés par les disciples de Yoriichi, l'un, si ce n'est le plus difficile à maîtriser. Si Gyomei parvient à le maîtriser, c'est parce qu'il a suivi un entraînement acharné, lui permettant de se forger un corps tout simplement parfait. Kokushibo le considère lui-même comme celui d'un homme ayant poussé les limites de son corps à son paroxysme, qu'aucun autre pourfendeur aurait atteint en plus de 300 ans. Oui, c'est vous dire à quel point Gyomei est un monstre. Sauf qu'on a un petit problème.
Gyomei est tout simplement aveugle. Et ce, depuis sa naissance. Bah oui, tu dis de la merde, prends le corps d'Akaza, il est bien plus polyvalent. Je suis pas sûr de ça, mais on peut quand même vérifier. C'est vrai, même avant de devenir démon, Akaza avait un corps tout simplement surpuissant. Dites-vous qu'il était capable de tuer 67 hommes, et ce, à main nue. C'est une véritable exception dans l'univers de Demon Slayer, mais là on parle d'un personnage qui se bat uniquement avec ses poings. Parce que quand tu vois Gyutaro avec ses faucilles, Gyoko avec ses vases, Atengu son sceptre, Doma ses éventails, et Kukushibo sa lame, comparé aux autres lunes supérieures, Akaza lui se contente de ses poings. Utilisant l'art martial du Soryu, Akaza est capable de déployer des attaques absolument dévastatrices. Pour faire simple, dites-vous qu'en 1 contre 1, aucun personnage n'a pu lui faire face. Je parle même pas que de Rengoku. Tomioka et Tanjiro se faisaient poutrer alors qu'ils ont éveillé la marque, résisté à bout portant à l'attaque ultime du pilier de la flamme, briser la lame du pilier de l'eau à main nue, et réussir à rester debout et continuer à se battre. Même la tête tranchée, sa résistance est tellement dingue que l'on dirait que son corps a été forgé pour le combat. À moins que, si Akaza s'est quand même fait avoir, c'est qu'il nous reste un élément pour confirmer que Gyomei a bien le physique le plus impressionnant du manga, qui lui permet, même aveugle, de distinguer mieux que quiconque tous les éléments autour de lui. Le monde transparent. Là, on parle d'un véritable 6ème sens, qui permet de situer avec exactitude l'ensemble de son environnement. Un véritable état de concentration supérieur. L'écoulement du sang, la respiration, les contractions musculaires, les intentions même de l'ennemi deviennent visibles. Et si on part du principe que c'est grâce à ce power-up que Tanjiro a pu vaincre Akaza, c'est bien la preuve que Gyomei possède bel et bien le physique le plus impressionnant du manga. Qui est le meilleur stratège? Tous les piliers sont intelligents, mais en réalité, il y en a bien 2 qui se distinguent clairement. La première, Kocho Shinobu, pilier de l'insecte. Et si je vous disais que cette femme était parvenue à devenir la MVP de l'arc final? Même s'il faut avouer qu'en combat, c'est littéralement la pilier la plus guesse de tout, y a pas débat là-dessus. Plus sérieusement, son plan qui a entraîné la chute de la seconde lune supérieure était plus qu'ingénieux. Shinobu peut, grâce à sa vitesse et son agilité, trancher les démons, et ce, sans qu'ils puissent s'en rendre compte. C'est simple, à partir du moment où elle a touché son adversaire, game over. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Malheureusement, cette strat ne marche pas face à des lunes supérieures. Face à Doma, elle a quasiment rien pu faire et elle lui a infligé quasiment 0 dégâts. Mais c'est là où son plan entre en jeu. Dites-vous qu'elle permet quand même à Inosuke et Kanao de vaincre Doma. Des personnages certes attachants, mais bien en dessous du niveau pilier. On n'en parle pas assez d'ailleurs, mais cette lune supérieure est totalement surcheatée. On parle quand même d'un démon capable de se cloner et de transformer l'air en glace. Oui, l'air, dans un univers où le système de pouvoir, c'est le souffle, c'est-à-dire qu'il empêche ses adversaires d'utiliser le seul moyen qu'ils ont de le toucher. Bref, si Shinobu est obligé de se sacrifier dans son plan, c'est peut-être qu'au final, elle est pas si ingénieuse que ça. Ce qui n'est pas le cas de Tengen Uzui, le pilier du son. Beaucoup le considèrent comme le plus faible, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité. Là, on parle d'un pilier grand, fort, stylé et qui possède 3 femmes. C'est tout simplement le GOAT en fait. Mais ça n'empêche pas non plus Tengen d'être un immense stratège. S'il planifie seul l'infiltration au quartier des plaisirs, établissant un plan menant à la chute de l'une des 6 lunes supérieures. C'est un véritable exploit car dites-vous que ça faisait 113 ans qu'aucune lune supérieure n'était morte. Et certes, Zenitsu, Inosuke, mais surtout Tanjiro ont eu un énorme impact dans la future défaite de Daki et Gyutaro. Mais la perte de Tengen, elle reste giga impressionnante, surtout face à la lune supérieure la plus sous-cotée du manga, faut être honnête. Quand tu compares à ce qu'ont fait Gyoko et Atengu dans l'arc des forgerons, on peut largement dire que Daki et Gyutaro, ils ont peut-être le niveau pour être la 4ème lune supérieure. On parle quand même d'un duo démon quasiment intuable, qu'il faut tuer exactement au même moment, sinon ça marche pas. Bref, si Tengen a perdu un bras et a été forcé de prendre sa retraite après l'affrontement, c'est pas juste parce qu'il est finito, c'est parce qu'on avait besoin de son ingéniosité avant la bataille finale. Ayant pris en charge la première phase de l'entraînement des piliers, c'est même lui qui supervise les opérations du raid du château de l'infini. Et ce, aux côtés de Shunjuro, le père de Rengoku, considéré comme le pilier de la flamme le plus puissant de son siècle. En réalité, Tengen n'utilise quasiment pas son souffle, qui est en fait quasiment inoffensif. Son souffle lui permet de lire les mouvements de son adversaire comme une véritable partition, puis contre-attaquer, et ce grâce à sa vitesse et sa force absolument phénoménale. Donc oui, au final, il se sert plus de son QI de combat que son souffle. Comme par exemple lorsqu'il sacrifie son bras et son œil pour sauver la vie de Tanjiro, qui était au final le seul pourfendeur sur le moment à pouvoir trancher la tête de Gyutaro. Au final, si on prend Tengen et qu'on lui donne la marque et un souffle un peu plus conventionnel, je vous garantis qu'il ferait partie des piliers les plus puissants du manga, bien plus qu'Obanai ou Mitsuri. Je pense que vous l'avez compris. Pour vaincre Yoriichi, on a besoin de souffle surpuissant. Et pour cela, on va avoir besoin de l'épéiste ultime, capable d'utiliser le souffle à la perfection. Qui est le meilleur escrimeur?
attendez. Déjà, je pense qu'on va devoir revoir les bases. C'est quoi le souffle? Le souffle, c'est un style de combat sensiblement similaire à la méditation qui permet, dans un état de concentration le plus total, de déployer une énergie immense similaire à celle du soleil. C'est ça l'exploit qu'a réalisé Yoriichi. Atteindre les démons à l'aide de mouvements reprenant l'impact du soleil sur eux. C'est un état de maîtrise spirituelle totale, à la fois physique et mentale, permettant de démultiplier ses capacités au combat. Si le souffle originel, celui créé par Yoriichi, est en réalité impossible à reproduire, c'est que ses disciples ont dû l'adapter, et ce en 5 souffles alternatifs, que l'on nomme les souffles primaires, reprenant les 5 éléments du Goai japonais: l'eau, le feu, le vent, la roche et la foudre. Ces souffles ont quant à eux donné naissance à d'autres souffles au fil des siècles, ce qui nous donne aujourd'hui 14 souffles au total. Et ce que l'on remarque en analysant chacun de ces souffles, c'est qu'en général, un souffle, plus il est éloigné du souffle originel, c'est-à-dire du souffle du soleil, moins il est fort. Techniquement, c'est un peu logique. Par exemple, Tanjiro, s'il est désormais capable d'utiliser le souffle de l'eau, du soleil, voire même de la foudre, c'est depuis qu'il suit le souffle originel qui au final les a tous débloqués en même temps. Malheureusement, Tanjiro n'utilise pas son souffle à son plein potentiel, ce qui n'est pas le cas de Tomioka Giyu, pilier de l'eau, calme et impassible. On parle tout simplement du plus grand pilier de l'eau que l'histoire ait connu. Akaza confirme même que c'est le plus puissant qu'il ait pu affronter, l'obligeant à se battre pour la première fois de sa vie à 100%. Ça, c'est parce que Giyu est un expert du combat, capable d'éveiller la marque en un rien de temps. Il parvient sans problème à pouvoir résister au pouvoir sanguinaire d'Akaza. Et ce grâce à son mouvement qu'il a lui-même créé, le 11e mouvement du souffle de l'eau, Accalmie. Contrant et déviant toute attaque subie, Tomioka devient littéralement intouchable. Donc même s'il casse les couilles à Aura Farm, il est quasiment inatteignable. Ce que je veux dire, c'est que si Tomioka est le meilleur utilisateur de souffle défensif du manga, c'est qu'un autre pilier, son némésis offensif, est peut-être en réalité un bien meilleur épéiste. Sanemi Shinazugawa, pilier du vent. Je pense que ça se voit. Là on parle de l'inverse total de Tomioka, parce que là on parle du véritable fou du bus. C'est vraiment une exception parmi les piliers, au final ce sont tous des mecs chill, et putain lui. Sourire démoniaque, psychopathe, supplément sadique, je pense qu'on peut pas faire mieux. En fait, pour faire simple, là on parle d'un véritable démon tueur de démons. Si je le considère comme le meilleur pilier offensif, c'est parce que son souffle, le souffle du vent, est le plus tranchant de tous. La raison pour laquelle Sanemi a autant de cicatrices, c'est parce que pour en tuer un maximum, il a une strat bien particulière. Sanemi est en réalité un Marechi, c'est-à-dire un sang rare. Son sang est en réalité toxique pour les démons, mais recherché car étant bien plus rare et bien plus nourrissant, Sanemi se sert de cette particularité pour s'infliger des plaies et ainsi pouvoir attirer tous les démons. C'est un peu ce qu'il a tenté de faire avec Nezuko, lui donner de son sang pour savoir si elle méritait la confiance de l'ordre des pourfendeurs ou pas. Bref, revenons sur ses capacités au combat. Ayant affronté la première lune supérieure, et en réalisant une véritable masterclass face à elle. Je sais pas si vous en rendez compte, mais parvenir à lutter un temps seul, face à un démon aussi puissant, c'est quand même assez exceptionnel. Durant l'affrontement, c'est même lui qui lui inflige les dommages les plus importants. Ouais, plus que Gyomei qui est le plus fort des piliers. Et ça signifie clairement que Sanemi est à peu près son équivalent. D'ailleurs, vous vous doutez bien que comme le pilier de l'eau, Sanemi possède la marque. Au final, on peut considérer que c'est lui, le second pilier le plus puissant du manga. Je dirais légèrement plus que Tomioka, qui reste malgré tout son semblable parmi les piliers. Parce que si l'histoire a tendance à les opposer, on parle quand même des deux seuls piliers qui sont, à leur manière, parvenus à sauver la vie de Nezuko. Je sais pas si vous en rendez compte, mais parvenir à trancher la tête de la première lune supérieure, c'est quand même assez exceptionnel. Si Sanemi parvient à infliger des dégâts aussi importants, c'est qu'il maîtrise le seul et unique moyen de tuer les premières lunes supérieures. Le sabre rouge écarlate. Dans Demon Slayer, chaque pourfendeur possède son propre sabre. Conçu avec un minéral unique, absorbant la lumière du soleil, elles sont littéralement créées pour pouvoir tuer les démons et sont nommées les sabres du soleil. Leur particularité, c'est qu'en augmentant leur température, ces lames démultiplient leur puissance. Et ce, jusqu'à pouvoir annihiler au niveau cellulaire la régénération des lunes supérieures, pouvant être déployées uniquement au bord de la mort. C'est le barreau d'honneur des pourfendeurs les plus puissants. Pour y parvenir, l'on peut entrechoquer deux lames du soleil, permettant à Sanemi puis Tomioka d'éveiller ses sabres, et ce pour leur seule et unique collaboration face au roi des démons. On parle quand même des piliers les plus endurants là. Tomioka et Sanemi sont la meilleure rivalité dans l'ordre des piliers, un peu comme le yin et le yang, et si on les fusionnait, on parviendrait à créer le pourfend Akaza.
Pour le coup, on va un peu tricher. Si l'on doit donner le meilleur screamer de Demon Slayer, comment passer à côté du démon qui en réalité l'épéiste le plus boosté du manga? Boosté un peu comme... Eh oui Jamy, comme la nouvelle fonctionnalité YouTube qui te permet de donner un boost à ton petit créateur préféré. Et ouais, n'hésitez pas à spammer les boosts, mais surtout à liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça m'encourage à faire toujours plus de contenu qualitatif et disons qu'à 3000 likes, on se fait une deuxième partie. Revenons sur l'épéiste ultime de Demon Slayer, la première lune supérieure. Kokushibo, de son nom humain, Michikatsu Tsugikini. Oui, Tsugikini, vous avez bien entendu. Alors que tout le monde pensait que ce mec était un ancêtre de Tanjiro, une réincarnation de Yoriichi, pas du tout. Né tout comme lui il y a 500 ans, on parle de son frère aîné. Oui, Michikatsu est né dans l'ère Sengoku, une ère où le souffle n'existait même pas encore. S'il l'apprend, c'est auprès de son frère, pour lequel il s'est entraîné toute sa vie en rêvant de pouvoir le surpasser. Rendez-vous compte, on parle quand même d'un petit qui, dès l'âge de 7 ans, a vaincu son propre père, alors maître de dojo, le tout premier jour où il a porté son premier sabre, en opposition au souffle du soleil créé par son propre frère. Michikatsu a dû développer son propre souffle. Un souffle naturellement opposé que lui seul maîtrise. Le souffle de la lune. Et je vais vous résumer simplement. 16 putain de mouvements. C'est absolument énorme, ouais. Et en même temps, c'est un peu logique. On parle d'un pourfendeur qui a trahi les siens pour rejoindre Muzan et aujourd'hui a plus de 400 ans. Et ouais, ça veut dire qu'en plus de ça, il a une régénération quasi limitée. Il peut utiliser le souffle à l'infini car son endurance est illimitée. Et en plus de ça, il a un petit pouvoir sanguinaire qui, attention, démultiplie ses capacités d'épéiste. Et même pas qu'un peu, hein. Pour vous résumer, dites-vous que des lunes chaotiques pop lors de chacun de ses mouvements. Sa portée est donc littéralement décuplée et devient donc impossible à parer. Pour en rajouter une couche, c'est tellement l'allégorie de l'épéiste qui peut lui-même devenir une lame. Mais c'est pas suffisant, dans le manga il se fait bien tabasser par Yoriichi. Alors là pour le coup oui, mais attendez. Certes, Kokushibo s'est pris une mixtape face à un Yoriichi de 85 ans. Bon, outre le fait que ce soit la honte totale, car il a réussi à perdre face à un bouga à 2 doigts de canet, pour l'excuser, dites-vous qu'au final c'était il y a 400 ans. Kokushibo s'est largement entraîné depuis et c'est la raison pour laquelle son souffle a autant de mouvements. Si lui qui avait la marque du soleil n'a jamais réussi à copier ce souffle, c'est qu'au final, sa plus grande faille qui lui a fait devenir démon, c'est son manque d'humanité. Ce que l'on peut retenir, c'est que pour vaincre Yoriichi, les souffles de la lune des PlayStation, on n'en a pas besoin. Pour vaincre le souffle du soleil, il faut combattre le feu par le feu. Quel est le meilleur souffle? Bon. Trouver un meilleur souffle que l'originel, c'est littéralement mission impossible. Et même, bonne chance pour trouver un meilleur utilisateur du souffle du soleil que Yoriichi. Oui, désolé Tanjiro, mais là tu fais que de copier. L'avantage, c'est que Yoriichi est mort il y a 400 ans, et qu'un homme, Kamado Sumiyoshi, a perpétué son savoir. De génération en génération, le souffle du soleil a pu être transmis, et ce, à l'aide d'un rituel enchaînant tous les mouvements, du souffle du soleil au beau milieu de la nuit. Vous vous rappelez sûrement du combat de Tanjiro face à Rui, dans laquelle il se souvient des mouvements réalisés par son père à la perfection, et ressemblant littéralement à ceux des pourfendeurs. En réalité, cette danse représente la reproduction exacte de l'ensemble des mouvements du souffle du soleil. 12 mouvements qui, une fois réunis, parviennent à créer le 13e. La danse du dieu du feu. Si Yoriichi a volontairement laissé cette danse se transmettre génération après génération, c'est pour qu'aucun de ces mouvements ne puisse être oublié. Oui, ces mêmes mouvements qui ont permis à Yoriichi de vaincre Kibutsuji Muzan. Le one-shot littéralement pour le coup. Et si le roi des démons ne s'est toujours pas remis de sa défaite, c'est que Yoriichi a identifié le seul et unique moyen d'atteindre les 7 cœurs du roi des démons. Et ce, en plein mouvement. Oui, je sais que Tanjiro a pu l'utiliser à la toute fin du manga face à Muzan, mais s'il est capable de l'utiliser en continu seulement 1 heure maximum, c'est que si on fait les comptes, c'est pas lui le meilleur utilisateur de ce souffle. Et ce, alors qu'un autre personnage que vous connaissez très bien parvenait à l'enchaîner des nuits consécutives et ce sans s'arrêter. Vous l'avez compris, je parle de Kamado Tanjiro, le père de Tanjiro. Je sais, vous allez commencer à me dire qu'on parle d'un bûcheron frêle et maigre qui a jamais porté de l'âme de sa vie. Dieu seul sait s'il est au courant que les démons existent, voire même que cette danse devait servir à les tuer. S'il est capable de les réaliser pendant des nuits consécutives, c'est une démonstration de force énorme dans l'univers de Demon Slayer, et ce, même sans adversaire. Pour parvenir à la maîtriser parfaitement, il faut une maîtrise de son corps totale, encore plus difficile que le souffle. Tanjiro croyait que ses poumons allaient exploser, tout simplement. Dites-vous que rien qu'avec une hache, il était capable de tuer en un coup un ours de 6 mètres de haut, et ce en reproduisant un mouvement du souffle du soleil, le même qu'a utilisé Tanjiro pour trancher la tête d'Akaza. Lorsque l'on sait que le souffle est invisible aux yeux des personnes ne le maîtrisant pas, c'est qu'au final on n'a pas besoin de voir Tanjiro émettre des flammes pour prouver qu'il maîtrise mieux que qui
quiconque le souffle du soleil. Vous inquiétez pas, je vais pas abuser au point de dire qu'il aurait pu tuer Akaza. Malgré tout, soyons réalistes. Est-ce que la maîtrise du souffle de Tanjiro peut permettre de créer le pourfendeur ultime? J'en suis pas sûr. Mais en réalité, si l'on a réussi à créer un pourfendeur quasiment parfait, et ce sans même évoquer le protagoniste du manga, il y a un homme qui savait quel était le seul moyen de créer le pourfendeur qui pouvait tuer Yoriichi. Pour le tuer, il va falloir se transcender. Kibutsuji Muzan l'a compris, et ce, avant tout le monde. La plus grosse faiblesse de tous les pourfendeurs, et celle qui leur empêche d'atteindre la forme de vie ultime, c'est leur nature. Lorsqu'un simple démon, une maladie, un coup en traître est capable de mettre fin à des décennies d'entraînement, Muzan a vite compris que pour pouvoir surpasser les limites humaines, il allait devoir renier à son humanité. Mais quand ta principale faiblesse est la lumière... Fils de pute, ma lumière. Du soleil je parle, attendez. C'est que les démons sont au final condamnés à vivre aux dépens de cette même nature dont ils ont voulu s'approprier les droits. Transcender la vie a un coût. Et si trouver la solution était un exploit que seul un homme au cœur pur pouvait réaliser. Après la défaite de Muzan et la levée du soleil, le roi des démons parvient à fusionner avec notre héros, devenant la forme de vie ultime du pourfendeur. Muzan a accompli son objectif, parce qu'en devenant démon, Tanjiro devient sa création ultime. Doté de la régénération de Muzan et de tous les pouvoirs sanguinaires des lunes supérieures, il est capable d'utiliser la métamorphose de Muzan, mais aussi les ondes de choc et rayons d'énergie d'Atengu. Si Tanjiro est aussi puissant, c'est même pas grâce à ça. Tanjiro devient littéralement insensible au sabre du soleil. Ce qui signifie que si le souffle n'a plus d'effet sur lui, Tanjiro devient littéralement invincible, et pourrait donc facilement tuer Yoriichi. Mais si l'on remarque bien, depuis le début de la vidéo, on essaye avec les pourfendeurs actuels de dépasser le plus grand pourfendeur de son temps. Le plus grand des pourfendeurs, mort debout et n'ayant jamais connu la défaite. Et si au final, le pourfendeur ultime n'existait pas? L'objectif de Yoriichi en transmettant le souffle, c'était que ses disciples le surpassent à l'avenir. En mourant, laissant Muzan en vie, il aurait passé le flambeau, laissant naître des centaines de pourfendeurs vivant pour leurs convictions. C'est cette foi et tout le chemin parcouru qui ferait de chacun d'entre eux son pourfendeur ultime. N'oubliez pas de liker.